salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel achat manga et je pense que vous devez un peu vous en douter, mais ces 2 dernières semaines, j'ai pas trop eu le temps de lire. Par contre, j'ai acheté certains titres, je pense, qui sont quand même assez incroyables et qui vont marquer la fin d'une phase dans ma collection. Plus que des séries entières, c'est des volumes bien spécifiques et je pense que quand vous allez les voir, en fait, ça fait référence à des erreurs de jeunesse que j'ai fait il y a 2-3 ans et que je m'en rends compte que maintenant. Et ça m'aura pris quasiment 2 ans à chaque fois de corriger le tir. Je vous parle de ça plus en détail dans la suite de la vidéo, mais on va tout d'abord commencer comme à chaque fois avec les titres en service presse que j'ai reçus des éditions Ototo. J'ai reçu les volumes 1 et 2 de leur nouveauté le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série qui s'est terminée en 15 volumes au Japon. Ça fait quand même un bon paquet de tomes et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que je n'avais littéralement encore jamais entendu parler de la licence. Je vous fais le résumé qui m'a énormément fait penser à Samidare qui est aussi édité chez Ototo. Donc je pense que c'était un peu dans la continuité de ce qu'ils avaient fait avant, mais c'est d'autant plus étonnant parce que je crois que Samidare, ça n'a pas très bien fonctionné à l'époque. C'est le printemps, le premier jour de la rentrée des classes. Koichi Hirose se fait prendre en chasse par une élève particulièrement originale, Nozomi Otori, en première au même lycée que lui. Après une course-poursuite endiablée, elle lui propose de conquérir la Terre avec elle. Pour être un peu plus précis, en fait, Otose avoue à Koichi qu'il possède son cœur qu'elle lui a donné il y a 10 ans de ça, qui lui donne des pouvoirs. J'ai capacité spéciale ici, mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est juste une régénération un peu plus rapide. Par exemple, si on lui coupe le bras, il repousse pas, mais s'il y a une petite entaille, bah, dans la minute, c'est guéri, quoi. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même assez amusant. Après cette fameuse révélation, ce qui se passe, c'est que le personnage principal, dans la soirée, il se fait attaquer par un alien, et il faut savoir qu'il vit avec son grand-père, et son grand-père se fait battre, genre juste il se fait assommer et il se fait littéralement absorbé par un monstre. Je vous montre la scène, c'est vraiment au tout début, mais je trouve ça quand même assez perturbant. Tout d'abord par rapport au dessin, c'est pas extrêmement détaillé, mais on sent que l'auteur a un style, ce qui fait que les planches sont relativement quand même assez belles. Celle-là a quand même pas mal de charme, surtout le jeu entre le noir et le blanc ici, ou sinon on a ces doubles planches, alors ça fourmille pas de détails, mais c'est quand même agréable à l'œil. Je vous laisse en voir un dernier pour la route, et vraiment le manga en soi est pas trop mal, sauf que t'as 2-3 trucs qui viennent un peu gâcher le scénario. Selon moi, je pense que ça se remarque assez vite à la lecture, le gros point fort de la série, c'est le personnage féminin. C'est sans doute le seul personnage du manga qui est vraiment attachant, et l'énorme point faible qui en découle, et ça gâche un peu toute l'histoire, c'est pour l'instant, le personnage masculin, il paraît très jeune, vraiment, ils disent qu'ils viennent de rentrer au lycée, mais on sent qu'il est plutôt en milieu de collège, surtout au vu de son chara-design. Sur le caractère et sur le design, il fait vraiment enfantin. Deuxième point négatif, et ça tourne aussi autour du personnage principal, en fait le problème, c'est que la fille, Otori, elle combat des monstres, et vraiment toutes les scènes fortes sont autour d'Otori, sauf que, il s'appelle comment déjà? Hirose, il ne sert à rien. Et il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, qui illustre parfaitement ce problème. À un moment, t'as Otori qui va combattre un extraterrestre tout simplement, et elle demande à Hirose de l'accompagner, mais juste pour regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste regardé. Donc vraiment en soi, il y a plutôt une bonne histoire, plutôt un bon dessin. Le seul truc qu'il faut vraiment améliorer, et tout de suite ça rendra le manga meilleur selon moi, c'est rendre le personnage principal utile ou agréable. L'un des deux ça suffira. Mais après il faut se le dire que le manga arrive quand même à instaurer une ambiance un peu mélancolique tout en restant assez agréable. Là par contre je pense que quasiment tout le monde en a au moins entendu parler vu la pub qui a été faite dessus. C'est Spy X Family aux éditions Kurokawa. Je vais regarder un peu les critiques sur internet parce que je suis quand même assez curieux. Sur Manga News il est noté combien? Il est noté 17 notes de la rédaction, 18 notes des lecteurs, Notiljon 9,46 sur 10, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Bon, tout d'abord, je tenais sincèrement à remercier les éditions Kurokawa de m'avoir invité à la soirée d'inauguration de la sortie du titre. Et en plus, vous pouvez voir que la couverture est un peu assortie à ma chemise. Mais pour être franc, je pense que la série est un peu surcotée. Faut savoir que ça se vend hyper bien au Japon, qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui l'attendaient en France, que c'est le titre phare des éditions Kurokawa pour l'année 2020. Je l'ai lu, j'ai apprécié la lecture, mais est-ce que ça vaut un 18? Je dirais, ça peut valoir un 18, mais il y a un truc
qui gêne un peu. Je vous fais un résumé assez rapide. Le personnage principal, Twilight, est le plus grand espion de son pays et pour sa nouvelle mission, il doit créer une famille de toutes pièces pour pouvoir infiltrer une école. Et pour ça, il fait duo avec une tueuse à gages et une jeune fille qui a le don de télépathie. Sauf que aucun d'entre eux ne sait vraiment le métier de l'autre. Sauf la petite fille, du coup forcément vu qu'elle lit dans les pensées. Après honnêtement ça donne lieu à des situations qui sont quand même assez marrantes. Et je pense même que c'est sans doute le manga le plus drôle qui soit sorti cette année en France. Et vraiment un peu à la Act Age qui, je pense, vous le savez tous, c'est terminé en France. Le gros point fort de la série, c'est que ça parle à tout le monde, à littéralement tout le monde. On peut avoir de 10 à 45 ans, ça se lit. Par contre, le fait que ça plaise à tout le monde, en fait, je vois mal, en tout cas moi personnellement, je vois mal un public qui se dise Spy X Family, c'est mon manga favori. Et c'est ça qui me pose souci. C'est clairement un titre que j'invite tout le monde à découvrir. C'est clairement un titre avec énormément de qualité, mais vraiment, vous attendez pas à trouver un chef-d'œuvre derrière. Parce que, du fait que ça plaise à tout le monde, ça vise pas vraiment un public cible. Je vous montre un peu le dessin, mais ça reflète bien l'esprit du manga. Selon moi, et je pense qu'on sera à peu près tous unanimes, le personnage qui donne vraiment du charme à l'œuvre, c'est Anya, la jeune fille télépathe. Et il y a un truc qui m'a clairement choqué. Le père, c'est un espion, donc qui tue pas vraiment des gens. Et s'il le fait, c'est avec un pistolet, donc c'est pas très sanglant. Par contre, la mère, c'est une tueuse à gages et littéralement, elle fait des trous dans la tête des gens. Je vous laisse voir ici, mais elle utilise des kunai allongés pour les plonger dans la tête. Ça, vraiment, ce genre de scène, on le voit un peu au début et je pense que par la suite, ça va devenir beaucoup moins courant. Je pense vraiment que c'est un titre qui va pas mal diviser. Il y a des gens qui vont adorer et d'autres qui vont s'attendre à quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais c'est vraiment un manga axé sur la comédie. Ensuite, de la part des éditions Kana, j'ai reçu le 4e de La Voix du Tablier, sauf que, vu que je n'ai que les 2 premiers, j'ai aussi acheté le tome 3, et j'ai pris le temps un peu de les lire, surtout les 2 premiers, vu que j'ai toujours du retard dans mes lectures, et honnêtement, c'est un excellent manga. C'est excellentissime. En plus, là, j'ai feuilleté le tome 3, c'est tellement original et frais que je vous invite vraiment à découvrir. Je vous montre le dessin, il y a littéralement rien à redire dessus. Pour être honnête, quand le titre est venu en France, j'étais pas trop convaincu parce que je me suis dit, bon, le délire de Yakuza qui devient homme au foyer, ça passe ou ça passe pas. Et en lisant les premiers chapitres, juste tu tombes dans le truc quoi. Le seul souci des volumes, c'est que vu qu'il n'y a pas énormément de pages, je crois que pour vous dire, le volume 3, il y en a un peu moins de 170, il y en a 156, et qu'il n'y a pas beaucoup de texte, ça se lit en moins de 20 minutes. En moins de 15 minutes, je pense que ça se termine. Par exemple, attendez, je vous montre. C'est vraiment des scènes que j'ai pris au hasard, mais il y a très peu de bulles de discussion. Et après, il y a aussi le souci du prix, parce que si je me trompe pas, ils sont assez chers, surtout pour des mangas que tu lis en 20 minutes. Mais clairement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ils sont à 7,45 €. C'est un peu dans le même délire que Yotsuba, mais en beaucoup plus dynamique. Toujours aux éditions Kana, j'ai reçu le 4e et le dernier actuellement sorti de Sexy Cosplay Doll, que j'ai pas terminé, j'en suis à 75% du tome. Et de ce que j'ai lu, alors moi je pensais que ça allait plus partir dans un délire harem, mais là je suis en volume 4 et ça part un peu dans du harem, mais attendez, je relis. Moi je pensais que ça partirait vers du harem, puisque au début t'as une fille mais t'en présentes une deuxième et t'as une troisième qui vient par la suite, mais pas tant que ça, c'est vraiment juste plus de la romance comédie. Il y a un truc que je trouve quand même assez perturbant ici, c'est qu'il y a un délire de cosplay à l'intérieur, mais vraiment, moi quand je le lis, quand ils expliquent le délire de cosplay de il faut mettre une sorte de scotch pour tirer les cils vers le haut, comme ça les yeux sont plus grands, franchement, et même quand ils commencent à faire un peu les costumes et rentrent dans le détail du tissu utilisé, je saute un peu. Parce que déjà, c'est pas très présent, bah c'est un peu présent, mais vraiment ça doit être 5% du manga, un peu plus, peut-être 5-10%. Mais surtout c'est tout le reste qui est hyper bien. Toujours du ecchi à l'intérieur, c'est modéré mais ça arrive à faire plaisir, et juste la romance quoi, tout simplement. C'est même pas tant la romance en soi qui est intéressante, mais c'est juste les interactions entre les personnages. Et après, le dessin est excellent, et même si, pour vous dire, moi je n'ai littéralement rien à faire du cosplay, et bah ça te fait aimer le truc quoi. Il y a ce genre de scène qui est assez amusant à regarder. Quand on arrive sur la phase cosplay et les dessins, c'est juste un tout autre niveau. Ensuite, aux éditions Nobinobi, et là aussi on a une nouveauté, c'est Iruma
à l'école des démons. Et je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître parce qu'on a une adaptation animée. Ça, c'est une série que je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à voir en France, parce que c'est typiquement le genre de manga en fait très japonais, avec un humour, avec une histoire très japonaise. En plus, quand je l'ai reçu, j'avais un petit kit presse avec des surligneurs. Bon, est-ce que je suis à l'école? Non. Mais voilà, c'est toujours plaisir de savoir qu'on les a. Pour vous dire, je sais pas si c'est légal, mais je pense que c'est pas le cas. En fait, moi, j'ai regardé l'animé. Animé qui, franchement, est pas incroyable. C'est un peu cheap. Et j'ai lu le manga. Mais j'ai lu le manga avant même, bien avant même qu'il soit licencié en France. Il devait y avoir peut-être 7-8 volumes au Japon. Actuellement, il y en a 16 si je me trompe pas. Après, là aussi, il faut se le dire, Iruma à l'école des démons, au Japon, ça a un peu son petit succès. Mais je pense que quand il a débuté son manga, il s'attendrait pas à avoir autant de succès parce que, au tout début, ça fait un peu manga amateur. Et je trouve que ça, c'est un très très bon point. Parce que ça veut dire qu'on aura plus tendance en France à avoir des mangas qui sortent plus du lot. Du coup, des bonnes surprises qui peuvent nous attendre. Après, niveau dessin, malgré ce que j'ai dit, ça reste quand même très très convenable. Je vous laisse constater vous-même sur les planches. Et ici particulièrement, je pense que c'est important que j'ai lu la suite pour pouvoir vous en parler. Parce que, en fait, le truc avec Iruma, c'est que pour le premier volume, il est pas trop mal. En fait, les 4-5 premiers volumes sont pas trop mal, mais sont pas incroyables. Mais à partir d'un moment, ça part et ça devient beaucoup mieux. Si vous détestez le volume 1, je pense que c'est assez peu probable que vous aimez la suite. Par contre, si vous vous dites pourquoi pas, le volume 1 est pas trop mal, attachez-vous un peu et à partir d'un moment vous allez voir que ça va devenir beaucoup mieux. Je vous lis le résumé. Un jour, le jeune Iruma devient malgré lui le petit-fils adoptif d'un papy démon excentrique. Une nouvelle vie commence alors pour lui à Babis, une école de monstres en tout genre où personne n'a jamais vu d'humain, mais tout le monde rêve d'en dévorer un. Donc c'est assez marrant parce que moi quand je dis ça, ça me fait quand même pas mal penser à Rosario Vampire. Et en soi, dans le concept même du manga, c'est pas vraiment la même chose, mais ça y ressemble un peu. Pour moi, je pense que ça vise quand même un peu le même public que les personnes qui lisent au grand air Quand Takagi me taquine, je regarde dans ma collection Freaky Girls, School Rumble, mais vraiment ce genre de manga assez léger, sans prise de tête, mais en même temps avec un petit scénario derrière. Et le dernier manga que j'ai reçu des éditions Pika, après on attaquera mes achats, c'est le 22e de Uku Holder, et là je crois bien que je suis à jour, donc il manquait que le 22e. Alors pour vous dire, moi je m'étais stoppé vers les tomes 12-13, en fait ce qui s'est passé c'est que à partir d'un moment dans Uku Holder, tu te rends compte que c'est lié à Negima, genre les chemins s'entrecroisent. Et du coup, le petit hic ici, c'est que moi, j'ai pas terminé de lire Negima, pour vous dire, je suis même pas à la moitié de l'histoire. Et je me suis dit, si je terminais Negima d'abord, en fait, je recommençais à lire Negima, et une fois que j'ai terminé Negima, je reprends Uku Holder. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai recommencé à lire Negima depuis le début, sauf que c'était plus fort que moi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, le souci dans Negima, et qu'il n'y a pas dans Uku Holder, et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié Uku Holder que Negima, c'est que dans Negima, le personnage principal, il est, je crois qu'il a 11 ans, il vient d'entrer au collège en fait. Alors que dans Uku Holder, on tournerait plus dans le shonen classique comme Black Clover, One Piece, tu vois, le début du lycée. Donc du coup, bientôt, je vais reprendre la lecture des Uku Holder sans avoir avancé plus que ça dans Negima. Et j'ai entendu pas mal de personnes dire que le titre est assez moyen, mais franchement, moi de ce que j'ai lu, je kiffe quoi. Il y a un volume qui était caché que j'ai aussi reçu de la part des éditions Pika. C'est le 3e tome de Orient par le même auteur que Maggie. Quand je vois cette tranche là, je me dis forcément dans une collection, si on a tous les volumes, ça peut que rendre bien. Sur ce volume 3, j'ai lu que les 10-15 premières pages et je me suis arrêté. Non pas parce que j'ai pas aimé, c'est juste que j'avais pas le temps à ce moment là. Mais je feuillette un peu et clairement par la suite, et il y a des scènes qui moi me font quand même un peu plaisir. Clairement les jackets sont juste incroyables. Après par rapport au scénario, je comprends qu'il y a des gens qui soient un peu mitigés, et même moi personnellement je le suis un peu. Mais je pense que pour l'auteur, ça vaut le coup de continuer un peu, surtout que voilà, il y a un truc qui se dessine et je pense que ça va vite commencer à prendre forme. Ensuite dans les mangas que j'ai achetés, et c'est pas du tout ce que je vous teasais en début de vidéo, mais ça reste un peu mon petit plaisir coupable, c'est le volume 8, toujours sous blister, de World's End Harem, et le 2e de World End Harem Fantasy, qui a une très belle couverture. Là aussi il y a un peu un effet de mat brillant. Franchement là j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Le World End Harem Fantasy pour moi est toujours aussi bon. Bah, de toute manière, dès qu'on aime un peu l'ecchi, je pense que le titre on peut, je pense que l'apprécier. Et le World's End Harem classique, j'ai pas
plus avancé que ça, je crois que je suis au volume 3-4, donc voilà, j'ai quand même un peu de retard. Ici c'est le fantasy, et là encore ça va, ça reste que des embrassades. Et on arrive alors sur les mangas que j'ai achetés qui vont faire grimper d'une étape ma collection, parce que vous devez savoir que moi actuellement dans ma Mangatech, là je pense 98% de mes titres sont en intégrale, sauf un ou deux trucs, mais comme par exemple Kobato, j'ai les 5 premiers, mais je sais que ça a été réédité, donc il faudra juste que je me prenne le 6ème, mais 98% de mes titres sont en intégrale, et les 2% qui ne le sont pas, même peut-être 99%, et les 1 ou 2% qui ne le sont pas, c'est forcément que c'est des mangas rares. Ah, et le problème c'est que les mangas rares, c'est qu'ils sont rares. Et le souci c'est que quand on a une application comme Manga Collect ou Manga Sanctuary, quand une collection n'est pas complète, il est affiché d'une autre couleur qu'une collection complète. Et du coup je viens de réussir là à quasiment compléter toutes les séries rares que je recherchais avec un trou à l'intérieur. Alors moi je cherche pas spécialement les mangas rares, mais là je pense que vous comprendrez pourquoi. Et surtout c'est des erreurs que j'ai faites il y a 2 ans, parce que en fait il y a des titres que j'ai achetés et je savais pas que le volume manquant était rare. Commençons tout d'abord avec sans doute le titre le plus rare du lot. Ce n'est autre que les 3 derniers volumes qui me manquaient de la Color édition de High School of the Dead. Et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment à prix raisonnable, tout simplement, et ça c'est le fan de Ishi qui parle, parce que derrière, alors j'essaie de le remettre en place, mais on a une fresque quand on les aligne, et surtout que ça devait être sans doute l'un des premiers animés que j'ai regardé, donc forcément ça me faisait quand même un peu mal au cœur de ne pas les avoir. Là, bah même si le titre s'est pas terminé, c'est pas grave non plus, mais je crois pas que ça va se terminer un jour. En tout cas, j'ai la collection intégrale de l'édition couleur de High School of the Dead. Les covers sont vraiment magnifiques avec un effet de relief sur la couverture, mais pour être franc, la colorisation à l'intérieur, des bulles, des cases, elle est pas incroyable. Elle est pas incroyable, mais voilà, c'est juste que c'était un de mes délires. Ensuite, après ça, deuxième titre, là c'est une série qui est beaucoup moins recherchée, mais qui tombe aussi beaucoup moins d'occasions, parce que je pense que même parmi vous, vous devez être assez peu à la voir. En tout cas, dans la Mangatech des abonnés, j'ai vu peut-être 1 ou 2 personnes les posséder. C'est les 3 derniers volumes qui me manquaient de Princesse Lucia. Le titre est pas incroyable, hein, vraiment, sur Manga News, je crois qu'il est noté peut-être 7 ou 8 sur 10, 7 ou 8 sur 20. Mais c'est du coup JCO, et moi ça me tenait à cœur d'avoir le full set de goût de JCO. Donc là j'ai Suzuka, j'ai Aton Where You Live, j'ai Half and Half, j'ai Princesse Lucia, j'ai Fuka. Il y a Hitman qui va venir, et je pense qu'avec ça j'ai à peu près tout. Donc voilà, vraiment c'était pour avoir le full set de l'auteur. J'avais les 2 premiers volumes, franchement je suis d'accord qu'il y a énormément d'incohérences, mais si tu veux lire un truc pour pas te prendre la tête, en soi c'est pas si mal que ça. 3ème série qui est sans doute la plus simple à trouver du lot, c'est le seul volume qui me manquait d'une collection avec 15 volumes. C'est le 11ème de Sprite. Là pour vous dire c'est vraiment une blague, parce que à l'époque j'avais acheté les 10 premiers pour 20 € si je me trompe pas. Je suis allé à Manga Dori, j'ai acheté les volumes 12, 13, 14 et 15, donc 4 volumes, ils étaient d'occasion. Je me dis bon ils ont pas le 11 d'occasion, c'est pas grave, j'irai l'acheter en neuf. Et le 11ème était rare, et ça m'a pris 2 ans pour le trouver. Alors j'ai déjà vu des lots tomber, mais franchement soit c'était trop cher, soit ça partait trop vite. Donc là j'ai enfin réussi à me le choper. Et sur les 3 dernières séries, franchement au niveau rareté, je pense qu'on est à peu près coude à coude. Tout d'abord, et c'est le seul volume qui me manquait là aussi, et pour vous dire c'est tellement chiant, imaginez vous avez toute une collection et il vous manque un seul volume, et généralement c'est le volume le plus rare, ou l'un des 2 volumes les plus rares. C'est le 14ème de Gunslinger Girl. Pour vous dire, j'ai du 1 au 15 sauf le 14, et du coup maintenant j'ai la collection intégrale. Ensuite après ça, et voilà, quand je dis que c'est au coude à coude, c'est que c'est au coude à coude, j'ai acheté les volumes, les 2 seuls volumes qui me manquaient de Kekkaichi, le 31 et le 34. Donc pour vous dire, j'avais du 1 au 35 sauf le 31 et le 34, si je me trompe pas. Quasiment tous les volumes après le 28 sont rares, mais j'avais réussi à dégoter un lot. Quelqu'un qui cassait son lot, il vendait du 1 au 35 sauf le 31 plus le 34, et si je me trompe pas, je les avais achetés à 3,50 € ou 4 €, et entre temps j'ai jamais réussi à les compléter. Donc 2 ans après, enfin j'ai réussi. Et le dernier manga, et là c'est quand même beaucoup plus étonnant, parce que c'est un titre des éditions Kana, et généralement Kana font vraiment peu souvent des ruptures de stock. C'est Kami-sama Doll, le 9 et le 10, et ça je tenais vraiment à les acheter, parce que moi j'ai regardé l'animé, j'ai kiffé l'animé, donc c'est même un truc que j'avais regardé quand j'étais vraiment jeune.
Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait un peu à cœur de les avoir. Moi, ce que je me dis, c'est qu'avec ça, il me reste sans doute que une ou deux séries à compléter qui sont assez compliquées à trouver, mais là, de tête, je pourrais vous en citer aucune. Mais tous les mangas compliqués à trouver que je cherchais, je les ai tous. Ce qui veut dire que tous les autres mangas qui me manquent et que je vais acheter ensuite, c'est forcément des mangas neufs. La vidéo s'est terminée ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!